thank you everybody for thank you so much everyone for joining in, and thank you so much especially to Alice for having this francophone members oriented French tea time with author 2 times in a row, and we are really really happy about this. Over to you, Alice. Thank you. Thank you, Asta. Bonjour à tous et bienvenue à cette heure de thé. Merci beaucoup d'être présent. Je me présente, je suis Alice Naré. Je suis steward de Auto Eats. Je travaille avec Asta qui vient d'ouvrir la session pour nous. Et je suis aussi chercheur au CNRST au Burkina Faso, qui est le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Et je travaille avec AutoAid dans la promotion vraiment de leur programme. Et AutoAid, c'est un programme de réseautage des chercheurs. Je vais présenter un peu AutoAid pour ceux qui ne connaissent pas d'abord le programme. Donc, ce programme vise vraiment à créer des réseaux entre chercheurs du monde entier. Et ils ont un site www.autoaid.info qui est un site où les chercheurs peuvent aller s'y inscrire. Actuellement, on a plus de 14 000 chercheurs qui sont inscrits. Et au niveau de ce site-là, vous pouvez vous inscrire comme chercheur, comme mentor, ou comme quelqu'un qui est à la recherche de mentor aussi. Et vous avez l'opportunité de collaborer avec beaucoup d'autres chercheurs. Et sur ce site-là, ce site est conçu purement en anglais. Nous travaillons à mettre une partie francophone, mais pour le moment, ce n'est pas encore définitif, ce n'est pas encore fin prêt. Donc, toujours dans la présentation de ce programme, il faut savoir que ce programme a initié énormément de formations dans le cadre de la recherche scientifique et ces ressources-là se trouvent sur leur site www.autoaid.info et aussi sur la chaîne YouTube que vous pourrez consulter. À la fin, au cours de cette heure de thé, je vais mettre quelques informations au niveau du chat box qui pourraient vous intéresser, notamment les liens et les sites. Donc, pour le volet francophone, nous sommes en train de mettre en place ce volet-là et nous avons déjà un groupe Telegram qui regroupe plus de 800 chercheurs. Et là-bas, vous pouvez chercher des collaborations, poser aussi vos préoccupations dans le domaine de la recherche scientifique et ensemble échanger entre spécialistes du domaine. Voilà, c'est sûr que chacun aura un gain de cause par rapport à ses préoccupations. Et par rapport à ce volet aussi, j'aimerais ajouter que nous invitons vraiment les chercheurs francophones à vraiment mettre leur expertise au profit de cette plateforme pour former ou informer des chercheurs ou des jeunes chercheurs sur un thème bien précis. Donc, pour cela, si vous avez envie d'animer une heure de thé ou un webinaire, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, nous allons mettre en place cet événement-là. Donc, c'est aussi dans ce cadre que va se tenir le Tea Time d'aujourd'hui, qui sera animé principalement par Dr. Zouré Abdou Azak, qui est un chercheur de l'Institut de recherche en sciences de la santé, qui est un institut du CNRST au Burkina Faso. Donc, Dr. Zouré est spécialiste, c'est un maître de recherche, il est spécialiste en génétique et biologie moléculaire. Il est revueur dans plus de 20 revues et c'est un chercheur très expérimenté dans le domaine de la rédaction scientifique, plus précisément la publication des articles. Et c'est cette expérience que Dr. Zouré va partager avec nous aujourd'hui sur le thème revues et éditeurs prédateurs, comment les reconnaître et les éviter. C'est vraiment un thème d'actualité parce que vous savez que pour tous les pays qui sont membres du CAMES, qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, la qualité des journaux dans lesquels nous publions nos articles scientifiques, c'est vraiment très, très important. Et c'est un critère aussi très important dans l'évaluation des dossiers de candidature du CAMES.
Donc, c'est dans ce sens que nous avons sollicité l'expertise de Dr. Zouré aujourd'hui pour nous éclairer sur le choix des revues. Donc, globalement, Dr. Zouré aura une présentation de 30 à 40 minutes et à l'issue de sa présentation, nous aurons la phase des questions et il va répondre à la fin de la phase des questions. Et pendant sa présentation aussi, si vous avez des questions, vous pouvez aussi poster ces questions-là dans le chat box et à la fin, il va répondre aux questions. Donc, sur ce, je vais donner la parole à Dr. Zouré. Docteur, vous êtes là, vous m'entendez bien? Docteur Oui, Zouré. OK, oui, Alice, je t'entends très bien, merci. merci. Alors, donc, merci bien, Alice, pour la parole et merci à votre organisation pour l'invitation pour qu'on puisse partager, comme vous l'avez si bien dit, cette actualité. Enfin, parce que c'est une actualité, vous le savez très bien, comme vous l'avez déjà signifié, le commerce est très regardant maintenant, surtout avec son nouveau guide sur les revues prédatrices et tout, et donc les indexations et tout ce qui va avec l'intégrité des revues scientifiques dans lesquelles nous publions. Donc, c'est très important et vraiment merci beaucoup pour cette invitation encore. Et on va essayer justement de partager ce moment ensemble. Et je me dis, comme vous l'avez déjà signifié, que c'est un début. Voilà, c'est un début et d'autres personnes peut-être viendront encore compléter peut-être ce qu'on aurait évoqué aujourd'hui ou bien même avec moi, on pourrait encore poursuivre pour la prochaine fois. Alors donc, je pense que vous l'avez déjà tout dit. On va déjà entamer rapidement parce que le temps est aussi court. Et donc, je partage mon écran. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran, docteur. OK, parfait. Donc, on peut y aller. Merci. Alors, donc, comme déjà évoqué, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur les revues ou éditeurs prédateurs, comment les reconnaître et les éviter. Voilà. C'est un exercice fastidieux, mais on va juste se donner des idées. Et à partir de ces idées-là, c'est sûr que on ne sera pas expert, mais quand même, le minimum, le BBA, on pourrait avoir cela pour quand même éviter de jeter nos travaux de recherche, parce que là, sincèrement, pour le dire, on jette ce qu'on a fait avec beaucoup d'abnégation et aussi ça peut terminer notre image parce que après les gens penseront que nous sommes associés à ces revues-là qui ne sont pas de bonne moralité. Et donc ça peut jouer aussi sur notre carrière, si vous voulez le dire, ou bien en tout cas sur notre renommée. Alors donc, comment justement reconnaître ces éléments-là? Alors, je vais dire quoi? Avant justement d'y aller, on va dire qu'en introduction, on va avoir un mode exponentiel du nombre de publications dans les années 1950. Et donc, c'est l'essor d'Internet en enrichissant les possibilités techniques et les modes de diffusion de l'édition scientifique qui vont influencer cela, parce qu'avant, on faisait beaucoup en papier et ainsi de suite. Il fallait même envoyer son article par papier, ainsi de suite. Alors qu'avec l'Internet, tout est revenu sur l'Internet. On peut envoyer par le net, par mail, ainsi de suite, pour pouvoir le faire. Et donc, ça a révolutionné beaucoup. Et l'autre chose, c'est que euh, en termes scientifiques, euh, voilà, je n'ai pas mis en mode diapo. C'est bon maintenant, vous voyez très bien. Oui, docteur, on voit très bien. Voilà, donc, et donc, il y a quelque chose qui me cache là. Alors, donc, c'est bon. Alors, donc, il y a une subordination des carrières universitaires et le financement de la recherche à des évaluations quantitatives selon le principe publié ou périr. Donc, on vient de le dire. Alors, si vous voulez, par exemple, vous êtes dans le système CAMES, parce que, on va prendre cet exemple-là, parce que justement, nous sommes dans le pays francophone et c'est le système qui évalue les anciens chercheurs et les chercheurs. Et donc, vous devez publier. Ou bien, voilà, vous périssez. Mais au-delà de ça, même au-delà de carrières universitaires, alors si vous faites un travail,
si vous investissez beaucoup d'argent dans une activité de recherche et après vous n'avez pas publié, c'est comme si vous n'avez rien fait puisque personne ne viendra dans votre laboratoire pour venir voir ce que vous avez fait et puis vous citer et puis dire que ce que vous avez fait. Donc, pour que vous rendez compte justement de ce que vous avez fait, il va falloir publier. Ou bien, alors, ça périt dans votre laboratoire. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la publication, on a quand même un minimum à respecter pour pouvoir faire cette publication-là. Et vous le savez très bien. Donc, vous soumettez votre manuscrit, le comité de rédaction va regarder et donner aux reviewers. Les reviewers vont critiquer votre travail et après, il va vous envoyer, vous allez remettre comment on appelle ça, des réponses et ça peut faire une navette entre reviewers et auteurs. Et après, une fois que tout cela est bien et que l'éditeur a accepté votre manuscrit, il va justement l'envoyer pour faire la production et puis pouvoir le publier. Voilà. Et donc, enfin, l'article sera publié en version papier ou en version, comment on appelle ça, en ligne. Et donc, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on avait par rapport au modèle économique de la publication? On avait modèle lecteur-payeur et d'accès sur abonnement. Voilà. Donc, je suis lecteur, je veux lire l'article, donc je paye et je lis. Mais après, alors, dans l'année 2000, le mouvement mondial pour un accès immédiat, libre et gratuit aux résultats de recherche va bouleverser les choses. Et donc, on va aboutir à ce qu'on appelle le Open Access, qui est le modèle auteur-payeur. Donc, il constitue vraiment un bouleversement majeur pour les données scientifiques. Parce qu'en ce moment, l'Open Access, c'est vous qui payez la revue pour qu'il publie vos travaux, pour que les gens puissent voir votre travail. Alors qu'avant, c'était le contraire. Voilà, ça veut dire que vous publiez gratuitement, comme ça, et le lecteur, c'est lui qui paye pour pouvoir avoir l'information. Alors qu'actuellement, enfin, à partir de 2002, ça a changé, c'est vous qui publiez et vous payez pour que ça soit ouvert à tout le monde, pour que votre recherche puisse atteindre un maximum de lecteurs. Et donc, on est là, les clients ne sont plus les lecteurs ou les institutions, mais les auteurs des articles qui paient des frais de publication de quelques centaines à des milliers, à plusieurs milliers d'euros. Ça, vous le savez très bien. Et donc, il va y avoir en ce moment que la science ouverte, qui sera basée sur les principes de l'open access, va avoir des concepts bien définis et ainsi de suite dans un rapport de l'UNESCO en 2013. Donc, l'UNESCO va s'intéresser à ça. Et après, il y aura la déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes de la vie humaine et sociale en 2023. Et après, on a ce qu'on appelle l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert, donc Budapest Open Archive Initiative 2021. Et donc, ce texte avait été signé par plus de 660 universités dans le monde, pour rendre ouvert, pour rendre libre toutes les publications qui seront faites. Donc, rendre obligatoire l'accès ouvert aux publications et aux données issues des recherches financées sur fonds propres. Parce que, en fait, sur ce poste-là, c'est-à-dire que les fonds de recherche qui financent ces données-là gratuitement. Avoir des éléments de fonds pour pouvoir payer et puis pour que tous les lecteurs puissent avoir accès à cela. Donc, on va avoir au niveau de cette émergence de l'open access 3 voies de l'open access. Et donc, ces trois voies, on a ce qu'on appelle la voie dorée où l'auteur paie l'éditeur des frais de publication. Donc, on a APC, Article Process Search, gratuit pour l'auteur et le lecteur. Voilà. En ce moment, le lecteur ne paye pas, l'auteur ne paye pas. Donc, par exemple, vous avez justement des revues, ou même des éditeurs dans ce sens-là. Vous avez ce qu'on appelle la voie verte ou green right, complètement gratuit pour l'auteur qui dépose son article, ainsi de suite, sur une archive, par exemple, Ninjol ou quelque chose comme ça. Et ce serait un abonnement maintenant pour le lecteur pour pouvoir lire. Quand vous prenez, par exemple, Sciences et Techniques au niveau du Burkina Faso, justement, on était sur cette plateforme-là, Anjol, par exemple, où quand vous partez, vous allez voir que les articles sont payants.
Et donc, normalement, les auteurs doivent le donner gratuitement. Et en ce moment, eux, ils ne font que, c'est comme si, justement, ils vendaient, ou bien en tout cas, ils donnaient les revues par abonnement. Et donc, une autre voie va se mêler à cela, et ce qu'on appelle la voie de platine, qui combine un accès libre gratuit tant pour les auteurs que les lecteurs et un accès payant pour les lecteurs avec service premium ou supplémentaire. C'est-à-dire que oui, on le laisse gratuit, mais si vous voulez avoir le PDF, vous voulez avoir le fichier lui-même, alors vous le payez. Donc, voici un peu comment ça se passe. Et donc, on a justement en ce moment une publication en OpenSS a besoin justement des frais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les maisons d'édition ou revues prédatrices vont se servir de cela pour dire, OK, alors, comme il y a cette manière de faire pour publier les articles, nous aussi, on se met dedans enfin, mais en réalité, ils ne sont pas corrects. Donc, l'hypothèse forte, c'est que la suppression des barrières d'accès devrait rendre accessible gratuitement, réduisant les coûts d'abonnement pour la recherche, accélérer la recherche, enrichir l'éducation, favoriser l'apprentissage des riches avec les moyens nantis et vice-versa, de jeter les bases d'unir l'humanité et de financer cette initiative qui devrait assurée par les fondations qui financent la recherche et le gouvernement. Et donc, en réalité, l'idée était que, justement, l'open access, c'est qu'il y ait des gens qui soient derrière les gouvernements, les institutions qui soient derrière pour payer, en fait, cela. Comment on appelle ça, la publication, et que ça soit gratuit pour les lecteurs. Voilà. Et donc, comme on l'a dit, il y a maintenant cette opposition, enfin, c'est le piège de la voie dorée, qui est le modèle économique, lecteur-payeur contre la voie dorée qui est auteur-payeur. Donc c'est devenu un piège où certaines officines d'auteurs vont essayer de faire de la voie dorée de auteur-payeur une rente. Donc c'est ça le problème. Donc ils vont maintenant vous dire, OK, alors comme c'est comme ça, donc vous payez pour publier, donc nous aussi on va s'y lancer, mais pas seulement de promotion, ni d'évaluation ou de pérennisation de la recherche, parce que c'est ce qu'on appelle justement des revues prédatrices. Ils vont vous proposer des choses où, en fait, eux-mêmes, ils ne sont pas des revues correctes, parce qu'ils ne cherchent que l'argent. Leur but est uniquement le profit économique de leur, sans aucune dimension scientifique. Donc, c'est seulement eux. Et vous allez voir, comme on l'a dit, il n'y a pas de pérennisation des résultats de la recherche, parce qu'ils peuvent vous publier aujourd'hui et demain retirer les publications. Et donc, l'évaluation de la recherche va reposer essentiellement sur la liste des publications des chercheurs, hein, ça, vous le savez très bien. Et donc, performance des chercheurs, la qualité des publications, et aucun indicateur n'a été défini pour cette qualité-là. Donc, voilà, parce que si vous prenez justement aujourd'hui les éléments de publication au niveau du CAMES, quelqu'un qui publie un article dans Nature, ou je ne sais pas, dans Lancet, ou quelqu'un qui publie, je ne sais pas, dans une revue, voilà, que je ne sais pas pour minimiser, mais c'est pour dire que, voilà, on les prend au même niveau, par exemple. Voilà. Donc, on met l'accent beaucoup sur la quantité que souvent, on n'a pas d'indicateur pour la qualité, de sorte que bon, les gens peuvent publier là où ils veulent, hein, voilà, pourvu qu'il y ait le nombre. Voilà. Donc, toutes les autres activités sont mal évaluées ou mal coefficiées. Voilà, dans les tâches administratives, enseignement, tâches syndicales, c'est servir à la société, mais justement, le CAMES a compris cela, dans son nouveau guide, a pris en compte, parce que ces éléments qu'on ne prenait pas beaucoup en compte, alors qu'il faut les prendre en compte, parce qu'on mettait beaucoup d'accent sur la publication, et donc les gens se ruaient justement sur enfin, il fallait avoir. Donc, ça fait que les gens peuvent tomber justement dans enfin, dans la gueule, si vous voulez, ou si du terme, hein, de ces revues prédatrices-là. Donc, ce modèle PR n'est pourtant pas le plus répandu, en fait, parce qu'on ne connaît pas. Sinon, vous avez 70% des revues présentes dans le DAOJ, hein, voilà, qui est le directeur européen Access au journal, qui n'existe aucun frais de publication. Souvent, voilà, ce n'est pas toutes les revues. Et en fonction de votre situation de pays, et ainsi de suite, justement, on ne vous exige pas souvent. Voilà. Alors, donc, les revues prédatrices vont commencer justement avec justement l'essor de cette publication payeur, voilà, auteur-payeur. Donc, de nouveaux éditeurs aux objectifs purement commerciaux vont renaître, n'est-ce pas? Et puis, commencer à demander. Donc, elle se caractérise par quoi? Par sollicitation agressive par courriel. Donc, vous savez très bien souvent, quand vous regardez vos mails, ainsi de suite, on va vous demander, oui, on veut vous, enfin, on a une revue, on veut que vous ameniez un article, vous envoyez un article et on va publier le plus vite possible.
ils ont un manque d'éthique, ils ont une absence de précision de l'éditeur, le comité éditorial. Vous allez voir, justement, c'est n'importe quoi au niveau du comité éditorial, on ne sait même pas c'est qui est là-bas. Alors, il ne faut ouvrir l'examen critique par les pairs parce que vous envoyez la revue, vous envoyez votre journal, enfin, votre manuscrit aujourd'hui et peut-être 2 semaines ou même dans la semaine, voilà, ils vous disent que c'est accepté. Voilà, donc qui a pu examiner votre manuscrit. Et donc, absence d'indexation et de promesses de publication rapide, comme je viens de le dire. Voilà, donc ils n'ont pas d'indexation. Souvent même, ils vont mentir sur ces éléments-là, alors qu'ils n'en ont pas. Et ils vous promettent de publier en 1 semaine et tout. Bon, donc, si on est pressé, et justement, on peut tomber dans ce piège-là. Et donc, les principales qualités d'une revue pédiatrique, c'est ça. Hein, donc, le contenu scientifique, très peu. Donc, de qualité, d'intégrité, fonctionnement opaque. Voilà, on ne sait pas si ça correspond à quoi. Ne répondent pas aux recommandations éditoriales, notamment ce qu'on sait très bien de COP, qui est Committee on Publication Ethics, qui est beaucoup utilisé en sciences de la santé, et le CMGE, n'est-ce pas, qui est aussi utilisé pour d'autres sciences. Donc, mais comment on peut définir justement une revue pédiatrice semble faire consensus actuellement. Alors, notamment la complexité de ce mouvement et sa pénétration dans le monde légitime de sa publication, donc ça fait. Et on le dit, en fait, ce qu'on retient un peu comme consensus, c'est que les revues et les éditeurs pédiatriques sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de transparence et de recours à des pratiques de sollicitation agressive et sans discernement. Donc, un peu, voilà, le consensus de définition, un peu, mais comme on l'a dit, hein, ça ne fait pas l'unanimité, mais ça peut évoluer en fonction justement du contexte et tout. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? C'est qu'il y a des signaux d'alerte. Alors, donc, réception directe d'une invitation à publier sur votre boîte mail, on ne dit pas que c'est pas. Il y a des bonnes revues qui font ça, mais on va dire faites attention justement quand c'est cela. Voilà, l'origine géographique de la revue n'est pas cohérente avec son nom. Donc, vous allez voir, quand vous prenez science, domaine international, vous allez voir, ils vont vous dire que voilà, c'est une revue qui se trouve, je ne sais pas, au Cameroun, alors qu'eux-mêmes ils se retrouvent en Inde. Promet des délais de peer review vers des publications extrêmement rapides. Cette revue a presque le même nom qu'une autre revue plus ancienne. Donc, vous allez voir, alors, quand je prends par exemple molecular journal, voilà, ou bien molecular journal, ils vont vous dire international molecular journal. Donc, la vraie revue, c'est molecular, par exemple, journal, et ils ajoutent international molecular journal. Donc, c'est comme si, voilà, ça fait allusion, en fait, à une revue qui est correcte. Il est très difficile d'identifier le comité éditorial de la revue. Le comité éditorial de la revue est le même pour plusieurs revues. Donc, vous allez voir, par exemple, le nom que je vous cite ici, MB Mondal PhD. Vous allez voir, si vous le mettez sur Internet, vous allez voir, hein, il est dans beaucoup de revues là. Voilà, donc il se répète, alors que toute personne ne peut pas être à la fois dans plusieurs revues comme éditeur. Sinon, le manque de transparence est patent. Donc, depuis la review, les APC sont dérisoires. Donc, quand vous prenez les APC, comme on l'a dit, hein, ça peut aller jusqu'à vraiment des milliers de dollars, enfin d'euros. Et eux, ils vont vous proposer des sommes dérisoires de 500, 200 dollars, quelque chose comme ça. Enfin, donc, c'est juste pour vous soutirer de l'argent et après, c'est fini. Donc, la revue ne prétend aucun open access, mais demande des frais d'accès ou pratique un embargo sur la diffusion de ces contenus. Le site de la revue est truffé de fautes, vous allez voir, de grammaire. La revue donne un facteur d'impact ou un H-index faux. Si vous partez, vous vérifiez que ce qu'ils donnent là, c'est faux, vous donnent 7 ou je ne sais pas là-bas, alors que c'est faux. La revue n'a pas de politique de rétraction. Voilà, tout ce qu'ils ont, ils ont publié. Voilà. Donc, les conséquences pour les chercheurs qui publient dedans, si par exemple, en tant que chercheur, vous avez publié dans une revue qui se retrouve être pédatrice, votre réputation prend un coup, vous risquez de devoir rétracter votre article. Votre article ne sera pas pris en compte dans vos évaluations, par exemple, du laboratoire ou même du CAMES, et donc vous avez perdu. Vous avez perdu. Et même dans les évaluations du projet, vous savez, par exemple, quelqu'un me disait, alors lui, il est dans un jury, alors on regarde ses publications, on voit qu'il a publié dans une revue prédatrice. Alors, il avait un bon projet pour passer, mais une fois qu'on a vu ça, alors le bailleur a dit que eux aussi, ils craignent qu'ils prennent après ces résultats pour publier dans des revues prédatrices. Donc, le projet lui a été retiré. Donc, vous voyez, ça peut vraiment porter un coup comme ça à votre carrière. Donc, fin des années 2000, on a alerte de ce qu'on appelle Jeffrey Bell.
documentaliste à l'Université de Colorado Denver, et donc qui publie une liste qu'on appelle la liste de Bill dans son blog, et qui fait la liste justement des revues qui pourraient être prédatrices, hein, potentiellement prédatrices en fonction de certains critères, n'est-ce pas? Alors donc, il y a des plaintes justement par rapport à cela. L'ont contraint à retirer sa liste et à arrêter son blog en 2017. Mais c'est que la liste ordinaire reste consultable sur le site Anonymous Stop Predator Regional. Et donc, le site qui hébergeait la liste initiale de Bill a été vendu en 2018 et ainsi de suite en servi pendant la transparence. Et donc, Bell a élaboré 6 listes partage après. Vous allez voir la liste de ces revues-là à ce niveau. Et donc, les sites sont enfin, peut être consultés. Alors, et ce qu'on regarde, c'est que justement par rapport à cela, on a pu voir avec la liste de Bill que on a un certain nombre croissant justement de nombre d'éditeurs en revue libre en jaune là, ou bien c'est orange là que vous voyez. Et de l'autre côté aussi, en bleu ou vert, là, vous voyez que le nombre d'éditeurs prédateurs aussi a augmenté. Voilà, donc dans les années 2000, voilà, ça a aussi augmenté. Et donc, suite à l'arrêt de ce blog-là, alors il y a d'autres qui ont continué. Et donc, par exemple, Câble International de Société Américaine a lancé en janvier 2017 une liste noire aussi, le Blacklist, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Predatory Report, n'est-ce pas? Qui fait aussi la liste justement de ces revues prédatrices, et ainsi de suite. Donc, d'autres listes de revues prédatrices, mais ne sont jamais exhaustives, ni mis à jour. Donc, il y en a. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle Inter-Academic Partnership, IAP, hein, qui a cherché à améliorer la compréhension de ces revues prédatrices ou conférences prédatrices, leurs conséquences, et ainsi de suite, et qui a fait justement comment on appelle ça, qui a fait des enquêtes, et ainsi de suite. Et donc, voici au moins 24% des répondants ont publié dans une revue prédatrice, des universitaires dans le monde, et 90% pensent que des répondants au sondage ont indiqué que ces pratiques-là doivent être combattues. Voilà, et donc parce que vraiment c'est néfaste, ou ça dû en tout cas écorcher leur intégrité ou leur moralité et en ce moment. Voilà, donc on doit justement les combattre. Et donc, après, il y a d'autres sites, hein, d'autres centres qui ont eu l'amabilité, justement, comme je l'ai dit, hein, de publier toujours ces éléments-là. Alors, pour alerter la communauté et leur dire que voici, voilà, c'est pas évident. Alors, donc, je reviens sur là-dessus. Alors, donc, revue de la zone grise. Ça, il faut faire très attention parce que il y a ce qu'on appelle les revues de la voie grise, c'est-à-dire que des revues qui étaient prédatrices et qui essaient aussi en ce moment d'être améliorées et qui vont aller correctement. Voilà, donc en prenant la voie à la fois aux revues prédatrices et aux revues légitimes. Voilà, et en fait, comme s'ils sont au milieu, n'est-ce pas? Voilà, mais ils ne sont pas aussi vraiment corrects que ça, comme on aime le dire. Donc, ils sont agressifs toujours. Un facteur peut être perdu, pratique depuis un revers variable, exigeant auprès des comités de rédaction et des taux d'acceptation élevés, mais souvent d'articles mis en ligne de manière correcte et stable avec des adresses postales électroniques exactes et des frais de publication élevés comme ceux des revues légitimes. Donc, voilà, ils ne sont pas corrects, mais ils font semblant, n'est-ce pas, d'être des revues légitimes. Donc, c'est comme parmi ces exemples, certains semblent progresser dans les pratiques légitimes. Donc, par exemple, je ne sais pas pour faire une belle publicité pour certains, hein, mais par exemple, quand on prenait Mindawi, justement, au début, qui était dans cette zone grise-là, et après, il s'est amélioré beaucoup et il est devenu justement enfin, une revue légitime. Donc, quand vous prenez aussi pour d'autres l'objectif obligatoire est évident. Donc, quand vous prenez un des pays, par exemple, aux frontières, n'est-ce pas, qui ont été classés au début par Bell comme prédatrice, après, voilà, ça a été revu parce que eux aussi, ils ont revu leur manière de faire, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, n'oublions pas du tout, voilà, et que aussi il y a des éditeurs prédateurs de conférences, de congrès, parce qu'on parle beaucoup de revues prédatrices, hein, mais il y a aussi ces éléments de la conférence au livre, voilà, parce qu'on vante chaque fois, on vous envoie des emails pour dire qu'on peut éditer votre mémoire, on peut éditer votre article,
Donc, faites attention aussi à ce niveau-là. Donc, il y a des conférences aussi que les gens suivent, alors que souvent les conférences en ligne maintenant. Voilà. Donc, les éditeurs prédateurs de livres mémoire auxquels les plus connus sont, par exemple, ce qui vient aussi beaucoup chez nous, c'est l'édition universitaire européenne, où on bombarde les gens chaque fois avec des messages pour leur demander d'éditer leurs mémoires et autres. Donc, les sociétés d'édition classées Vanity Press par Bell, n'est-ce pas? Comme les revues créatives pour produire les livres, ainsi de suite, il y a ça aussi. Voilà, donc il a fait autant pour les éditeurs de livres aussi. Et donc, vente de thèse sous format électronique, voilà, il satisfait les chercheurs d'envoi de développement parce que bon, ils cherchent à publier, alors que non, en fait, on jette cadeau, comme on le dit, hein, notre production. Donc, ici, par ailleurs, il registre électronique en accès libre. Donc, si vous prenez le DAOB, n'est-ce pas, qui répertoire contenant plus de milliers de livres, hein, voilà, académique éditeur. Voilà, si un livre n'est pas dans ce registre, il faut se demander s'il ne s'agit pas d'une publication de type Vanity. Voilà, Vanity pour les livres. Ah, donc, en revanche, il existe relativement peu de documentation sur les conférences prédatrices. Ça, c'est vraiment, c'est ça aussi. Et à ce niveau-là, c'est vraiment compliqué. Mais il a déchiré que les conférences prédatrices pourraient être plus nombreuses que les conférences réelles. Donc, il existe d'ailleurs un outil permettant d'aider les chercheurs à évaluer le caractère authentique d'une conférence, c'est le ThinkCheck ETN. Voilà, donc peut-être quand vous aurez aussi la présentation, vous pouvez voir ce lien-là et puis voir de façon pratique ce que ça donne. Donc, on devrait dériver beaucoup de défis, beaucoup de confusion et de malentendus parce qu'on peut dire que votre revue est prédatrice, mais il n'est pas. Donc, ça veut dire que aussi, ça dépend du contexte, il faut juger. La distinction en moins évidente entre prédatrice et réputée, n'est-ce pas? Voilà, là, on sait quand même qu'on ne va pas dire que l'ancêtre est truc, hein. Voilà, prédatrice. Hein. Donc, la liste de sécurité, la liste de surveillance binaire ne parviennent pas à traiter cette complexité-là. Voilà, donc c'est ça aussi. Par exemple, votre revue peut être correcte, mais comme peut-être que le monde entier n'a pas vos réalités, par exemple, nos revues, par exemple, je vais dire nos revues, par exemple, dans le contexte, souvent, il peut être des revues sérieuses, mais peut-être les gens vont le considérer que, voilà, ils n'espèrent pas certaines choses et qui pourraient paraître dans ce sens, alors que ce n'est pas ça. Donc, il risque de désavantager les revues et les conférences moins bien établies de négliger les pratiques douteuses qui s'impliquent dans les pratiques réelles. Et donc, pour aller un peu vite, parce que le temps aussi, donc, il y a des stratégies pour éviter les pratiques prédatrices. Donc, sélection de 3 outils sur Internet, donc, pour vérifier. Donc, comme on a dit, le Best List, Stop Predator Journal. Alors, donc, vous pouvez regarder cela. Donc, vous pouvez mener votre enquête aussi à partir d'outils en ligne. Voilà, le ThinkCheck Summit, voilà. Et ou bien le Compass to Publish, n'est-ce pas, de l'Université de Liège, par exemple, où j'ai étudié et j'utilisais. Voilà, donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les utiliser. Et c'est des éléments, vous tapez seulement sur Internet, vous allez les voir. Hein. Voilà, Compass to Publish, ThinkCheck Summit. Donc, vous pouvez regarder et puis voir, voilà, et puis suivre les éléments et puis pouvoir détecter votre revue. Voilà, donc, si on prend pour le Combat to Publish, par exemple, l'Université de Liège, ça vous permet justement de faire et à la fin, et quand vous mettez vos informations, il va vous donner est-ce que la revue elle est un peu crédible ou elle n'est pas crédible. Voilà, donc il va vous dire toutes ces informations-là et vous allez décider. Voilà, donc après, ça donne des trucs en rouge, un truc. Donc, en ce moment, il vous donne en fonction des informations que vous avez entrées. Voilà. Et donc, pour éviter encore ces éléments-là, ce sont les 2 blocs d'analyse. Comme on l'a dit, il y a encore revue intégrité, la flag académique du journal. Voilà, tous les éléments-là qui sont des éléments développés par des universités différentes et qui donnent la liste justement de ces revues privatrices-là. Donc, ce qui est important, c'est que ces outils sur Internet demandent de prendre plus ou moins de temps pour analyser le site, comme vous le verrez, quand vous allez faire la pratique. Et donc, en tout cas, ce n'est pas parce qu'une revue a certains indicateurs négatifs qu'elle est prédatrice. Ça, c'est très important aussi. Inversement, une revue prédatrice peut avoir des indicateurs positifs, ce qui peut faire croire à une revue de confiance, comme j'ai dit. Il y en a qui font semblant d'être des revues légitimes alors qu'ils ne le sont pas. Alors que vous pouvez avoir aussi une revue qui n'a pas de qualité vraiment truc, mais qui a vraiment, ce n'est pas une revue prédatrice aussi. Voilà. Donc, vraiment, il faut prendre souvent aussi au cas par cas. Donc, il faut éviter les revues et éditeurs prédatrices. Vérifier toujours la qualité d'une revue, n'est-ce pas? Et donc, avant de soumettre ou de lire un article, d'intégrer le comité éditorial parce qu'ils envoient aussi aux gens pour coller leur image à certaines choses, alors que certaines sont des revues
prédatrices. Donc, si vous acceptez, vous collez votre image à une revue qui n'est pas normale. Donc, pour éviter, comme je l'ai dit encore, je fais la liste ici des sites qu'on peut consulter. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour dire que vraiment, il ne faut pas qu'on tombe dans l'erreur, qu'on fasse pas l'exercice et qu'on tombe dans la paresse et puis publier dans une revue qui va nous rattraper après. Donc, j'ai toujours encore la liste dans les autres outils qu'on peut avoir et publier en open access. Vous pouvez regarder ces éléments-là, publications scientifiques, infolite, aide à la rédaction. Et vous pouvez regarder tous ces éléments-là. Et vraiment, si vous mettez dedans, voilà, je pense que même il y a Author 8. Donc, il y a ce qu'on appelle a beginner guide to a wide predatory journal using your critical thinking spell. Donc, tous ces éléments-là, donc, vous voyez que les gens ont beaucoup travaillé là-dessus, les gens ont beaucoup travaillé là-dessus, hein, énormément, et vous pouvez avoir ces informations avant de publier votre manuscrit. Donc, choix d'une revue maintenant, donc liste de confiance, donc la revue doit être présente dans DAOJ, par exemple. Donc, vous savez qu'il est correct. La revue est-elle présente sur l'un des portails open access connus, voilà, comme voilà, INAFS ou Silio, par exemple, n'est-ce pas, ou Popus, n'est-ce pas, de l'Université de Liège, voilà. Et ensuite, la même édition publiée où la revue est-elle membre, voilà, est-ce qu'elle elle est crédible, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'elle respecte certaines normes comme on vient de les citer? Est-ce que la revue est publiée dans une maison d'édition reconnue? Voilà. Est-ce que il est consultable sur certains sites, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il faut vérifier que la revue est indexée dans une banque de données bien donnée, bien importante, n'est-ce pas? Il faut vérifier si la revue possède un facteur d'impact qui est correct, surtout parce qu'ils vont donner des impacts qui sont souvent faux. Donc, il faut voir si l'impact factor, c'est l'impact factor de Jonas Situation Report, ou bien c'est Engine Factor, n'est-ce pas, ou bien c'est Simago, General de Scopus, ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, il faut que vous regardez parce qu'il faut vous donner un impact factor faux, alors que ce n'est pas des impact facteurs qui sont reconnus comme tels. Donc, on a une liste, par exemple, ici de groupes éditoriaux qui peut vous permettre justement de voir rapidement une revue sur ces groupes éditoriaux-là. Parce que si vous l'avez déjà ici, Wale ou STV ou Springer, voilà, ça ne doute pas enfin, il n'y a pas de doute que vraiment ça soit une revue prédatrice, par exemple. Voilà, donc vous pouvez déjà vérifier à ce niveau. Donc, vous pouvez consulter les deux plus grandes bases d'indexation, voilà, comme on l'a dit, Scopus, voilà, pour voir est-ce que la revue est à ce niveau ou bien Web of Science. Voilà, vous pouvez vraiment, si vous le faites et que la revue est là-bas, donc on est sûr qu'il n'est pas une revue prédatrice. Voilà. Donc, exemple de faux indice d'indexation, voilà, comme je l'ai dit, hein, ils vont dire 7 facteurs, comment c'est impact factor, international impact factor, ainsi de suite. C'est des faux impact facteurs, en fait, qui ne sont pas reconnus en tant que tels comme des impact facteurs. Mais les rédactrices les utilisent pour anarquer, justement, pour tromper la vigilance des soumissionnaires. Donc, les plus malins des éditeurs réussissent à équiper des articles actuellement avec un DAOI. Donc, si vous avez une revue avec un DAOI, ça ne suffit pas que, ça ne veut pas dire que la revue elle est correcte, hein, ou même un ISSN, souvent même, il y en a même qui arrivent même à pénétrer même, ou même à se faire donner des ISSN. Donc, faites très attention. Désormais, la présence d'un DAOI ou d'un ISSN ne garantit pas la qualité d'une revue. Alors, et faites très attention parce qu'il peut vous donner un ISSN alors que c'est un ISSN faux qui n'existe même pas aussi sur le portail ssn.org. Donc, allez-y vérifier chaque fois alors pour garantir justement la qualité de vos revues. Donc, ne confondez pas revue de pays dessus aussi revue trompeuse. Donc, passez décision de faire publier ou non votre article dans une revue, n'oubliez pas que certains des critères utilisés pour disqualifier une revue trompeuse peuvent également discréditer des revues de suite. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, voilà, comme je l'ai dit, voilà, par exemple, les sites web souvent ne sont pas bien présentés parce que voilà, mais c'est dû aux moyens, mais c'est pas dû que la qualité est insuffisante, mais c'est dû souvent aux ressources insuffisantes, soit en ressources humaines ou en ressources financières, qui fait que c'est comme ça, mais c'est pas dû que ce sont des revues qui ne sont pas correctes. Voilà. Donc, que peut-on faire pour freiner ces activités douteuses là? Beaucoup de chercheurs ont été piégés, mais cet argument n'est plus valable à partir de ce moment-là. Par exemple, pour vous qui suivez ça aujourd'hui, ça ne doit plus vous arriver parce que vous avez maintenant toutes les informations. Il est recommandé de mettre en place un comité éditorial fonctionnel dans chaque université au centre de recherche
pour le faire. Revoir soigneusement les critères de promotion des chercheurs aussi pour ne pas passer beaucoup sur les publications parce que ça peut amener beaucoup de gens aussi à publier n'importe quoi ou publier pour pouvoir avancer. Voilà, donc ça, ce sont des suggestions. Donc, chaque université doit accompagner des revues locales jusqu'à l'indexation au DAOJ. Voilà, pour que vraiment ça soit aussi correct comme je viens de le dire. Voilà. Alors, donc, tous les journaux présents sur le DAOJ, comme je l'ai déjà évoqué, n'exigent pas de frais, 70%. Donc, on a dit qu'on peut publier sans frais. Voilà, encourager les doctorants et les chercheurs à publier dans des revues légitimes. Les conseils scientifiques en collaboration avec les écoles doctorales doivent installer un comité pour vérifier la nature des revues dans lesquelles publient les doctorants et informer ces doctorants, voilà, sur les revues prédatrices. Hein, on peut chaque fois publier des listes des revues qui sont recommandées au lieu que de laisser les gens faire comme ils peuvent. Donc, il y a le disque CAMES, une archive panafricaine du CAMES, justement, qui offre justement ces possibilités-là. Voilà, il serait bon d'éviter d'y archiver des publications faites dans les revues prédatrices ou des livres douteux par des éditeurs douteux. Voilà. Donc, le phénomène, en conclusion, des revues pédiatriques est un cancer scientifique qu'il faut prendre au sérieux. Certains ne croient pas encore. Ça, vraiment, c'est vrai. Quand vous dites à certains collègues, ils n'y pensent pas jusqu'à ce que ça arrive maintenant au moment où on leur dit, oh, vraiment, votre article-là, il est publié dans une revue prédatrice. Ils pensent, ces personnes pensent que c'est une revue mise en place pour encore empêcher les chercheurs des pays en voie de développement de publier, alors que non, oui, il y a des revues prédatrices qui existent. Cet projet pourrait aider à un choix judicieux des revues et en effet, toutes les invitations ne proviennent pas des éditeurs douteux aussi. Ça, je voulais conclure par ça parce que vous allez avoir aussi une invitation par mail d'une revue qui est correcte, mais comment on appelle ça, mais qui n'est pas prédatrice. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai été très long, mais ça valait la peine. Merci bien et je reste à votre disposition. Allô? Allô? Oui, docteur. Voilà. Vous m'entendez? La connexion était un peu interrompue. Vous Ah, disiez? oui, je disais que j'ai fini, mais j'imagine que OK. vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Hein? Oui, mais avec les coupures d'électricité, j'ai perdu un peu la connexion. Oui, j'espère que D'accord. les gens ont Merci. pu suivre. Merci bien. Merci. Merci beaucoup, docteur Zouri. Merci à tous. Donc, il nous reste environ 14 minutes. Donc, nous allons ouvrir maintenant la phase des questions. Donc, les participants ont la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, je vois déjà au niveau du chat box, quelqu'un a demandé si c'était possible de mettre à leur disposition cette présentation indispensable. Ouais. Oui, une deuxième, oui, c'est la même chose, c'est la même question. Voilà. Donc, ceux qui ont aussi des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez juste ouvrir votre micro pour vous exprimer en direct. Merci. Docteur, Tout à concernant le fait. POP, sera possible de partager? Tout à fait, avec plaisir. Je partagerai avec vous pour voir dans quelle mesure on peut mettre à la disposition des participants. OK, merci beaucoup. Donc, Merci. je vais partager cette présentation dans le groupe Telegram. Et ceux qui ne sont pas dans ce groupe-là, j'ai posté le lien pour rejoindre le groupe. Ce serait plus facile, voilà, d'intégrer le groupe et de profiter de toutes les ressources qui seront mises à leur disposition. Merci. Docteur, vous pouvez regarder aussi au niveau du chat box, il y a Tout à une fait. question, voilà, de Madame Awa Diagne. Mhm. Il demande, est-ce que vous pouvez expliquer la définition des termes journal, revue et comité éditorial, tout en précisant qu'elle débute dans la recherche? OK. Ah, Oui. allô? Oui, alors. OK. Et merci beaucoup pour la présentation. Oui. C'est bon, on peut poser des questions? Oui, allez-y. OK. Donc, je voudrais juste demander par rapport au DICAMES dont vous avez fait cas.
je voudrais comprendre si c'est une base qui recense aussi les revues ou si c'est plutôt une revue pour publier. Donc, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, donc, je pense qu'on va aller avec les deux questions d'abord en attendant. Donc, je commence par la dernière question. Le DICAMES, en fait, justement, vous allez voir que, en fait, le CAMES, à ce niveau, il y a des revues déjà. Il y a des revues, vous allez voir des revues, en tout cas, pour lesquelles on peut publier, n'est-ce pas? Alors, maintenant, le DICAMES se donne, en fait, c'est un projet, bon, on va pas dire c'est un projet en tant que tel, mais je veux dire, voilà, en tout cas, c'est une initiative de sorte qu'il puisse accompagner les revues, comme je l'ai dit, du Nord ou enfin du Sud, pour pouvoir se conformer d'abord à certaines règles. Et une fois que c'est fait, toutes ces revues-là pourront être répertoriées à ce niveau comme des revues, comment on appelle ça, on va pas dire, voilà, comme des revues légitimes. Voilà. Donc, ce n'est pas des revues pédagogiques. Et en ce moment, on est sûr de leur qualité. Voilà. Donc, sinon, vous allez, quand vous partez là-bas, vous allez voir, justement, il y a des journaux, enfin, il y a des revues où on peut enfin, voilà, la qualité doit être améliorée. Pour la première question, concernant la définition de, si j'ai bien compris, les définitions de revue, c'est ça, et de journal. Enfin, oui, on parle ici en termes de, comment je vais dire ça, en termes scientifiques, il n'y a pas une différence en tant que telle entre le nom journal et puis revue. Voilà, voilà. Une revue, voilà, c'est comme un journal. Vous allez voir justement dans certains noms, même, vous allez voir revue de temps, vous allez voir journal de temps. Bon, en termes clairs, voilà, pour ne pas trop compliquer la situation, c'est la même chose. Maintenant, un Ok, comité, voilà. Maintenant, un comité éditorial. Maintenant, un comité éditorial. Alors, donc, vous avez les revues. euh, vous allez voir, quand vous même partez sur la page, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir editorial board, ainsi de suite. Voilà. Et le comité de rédaction, ainsi de suite. Donc, vous allez voir, c'est ce comité-là, c'est le comité d'éditeurs, n'est-ce pas, qui, qui vont garantir un peu, comment je vais dire ça, on va pas dire l'intégrité, mais en tout cas qui garantissent la qualité aussi des manuscrits qui sont publiés à ce niveau-là. Et donc, en fonction aussi de leur rang scientifique, vous allez voir que le journal ou bien la revue aussi sera coté à un certain moment parce que c'est des manuscrits vraiment de haute qualité et qu'on reçoit à ce niveau-là. Voilà. Donc, voici ce que je peux ajouter à ce niveau. ok, merci docteur. Merci. Je crois que c'est Madame Konare du Mali Oui. OK. euh, qui désire s'exprimer. Madame, vous avez la parole. Madame, oui. Ok, merci, madame. Comme ça, on est président. Et merci pour tous ces éclaircissements. Bon, on va arriver en fin de compte ça. Je me demande encore dans la main. Donc, c'est avec tout, avec autant de critères énoncés par nos invités, comment vraiment et comment vous avez Excusez-moi personnellement oui. si les autres participants vous entendent bien. Docteur Zouré, vous entendez? Papa, J'ai pas bien entendu parce qu'on dirait qu'il y a un bruit de fond là. Vous entendez l'intervenant? Je n'arrive pas à l'entendre bien. Je ne sais pas si c'est général ou c'est seulement à mon niveau. Vous m'entendez?
C'est monsieur ou c'est madame Konaré, je ne sais pas. Euh, vous nous entendez bien? Bon, en tout cas, personnellement, j'ai du mal à vous entendre. Je ne sais pas si docteur Zouré vous entend bien. Vous m'entendez maintenant? Docteur, vous entendez? Saisis la question. Oui, c'est mieux. C'est mieux? Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ah, ok, merci madame. Merci Voilà, professeur Zuré. c'est très clair. Oui, Aujourd'hui, j'ai deux petites questions après les merci remerciements. beaucoup. Oui. Et comment docteur Zuré peut nous expliquer le fait qu'une revue peut être classée, par exemple, en 2022, en 2024, parmi les prédatrices, et puis après, on la déclasse encore parmi des revues très, très réputées, et vice-versa aussi. Une revue très cotée en 2021-23 peut se réputer aussi, être considérée sur une base de données ou bien sur une liste, être considérée comme une revue prédatrice aussi. Et Très bien. voilà, la deuxième question, c'est qu'au regard de ces critères-là, je me demande, par exemple, les universités africaines, et si une université vient à peine de mettre en place une revue de publication et un journal de publication, avec autant de critères comme ça de prédation-là, est-ce que ça veut dire que toutes les revues en début de création pourraient être considérées comme des revues prédatrices, ou bien comment ça se passe alors? Merci bien pour votre question. Merci à l'équipe de Madame Konaré Mali. Alors, donc, pour la première intervention, c'est concernant, ou bien je commence par la dernière. Alors, la dernière, c'est que, comme je l'ai dit, euh, en fait, on doit faire très attention pour ne pas prendre des revues qui sont sérieuses et qui sont peut-être au début pour les mettre dans les revues prédatrices. Donc, c'est pour ça que je dis, à ce moment, on fait très attention pour évaluer au cas par cas, n'est-ce pas? Voilà, il se pourrait que justement, en fonction des critères définis, une revue qui vient d'être créée chez nous, et comme je l'ai dit, hein, même une revue qui existe il y a longtemps, parce que quand vous partez sur, peut-être qu'il n'a même pas un site web qui est correct, il n'a pas de truc, et quand on part là-bas, on voit qu'il n'y a pas de mise à jour, et ainsi de suite, voilà. Donc, ça peut paraître que c'est une revue prédatrice, alors qu'en réalité, c'est en fonction des réalités en ressources humaines et financières que, en fait, cela n'est pas bien fonctionnel. Sinon, les gens travaillent correctement. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on dit aussi de faire très attention à ce niveau. Voilà. Donc, mais vous verrez, par exemple, que comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit, en fin de compte, en réalité, ce sont des comités qui devraient être mis en place dans les universités ou dans les centres de recherche et qui devraient gérer ces cas-là et faire sortir la liste. Voilà. Et c'est eux qui ont vraiment les informations adéquates pour dire vraiment, il a ces éléments, mais ce n'est pas une revue prédatrice. Voilà. Donc, on le met dans la liste des revues normales. Voilà. Donc, pour revenir sur la première question, comment une revue, justement, peut être prédatrice au début et après. Voilà. Comme je l'ai indiqué, hein, quand vous prenez, si vous connaissez bien Windawi, n'est-ce pas, et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte qu'au début, peut-être qu'il était classé sur des revues prédatrices. Vous allez regarder. Mais aujourd'hui, bon, moi-même, je publie hein, dans cette, pour vous dire la vérité, dans cette maison d'édition. Voilà, mais ça parce que, en fait, au début, les gens ont commencé et ils faisaient justement n'importe quoi. Mais après, justement, des gens qui sont corrects ont pris la chose et ont dû vraiment respecter les lignes, ou même eux-mêmes, parce qu'ils se sont rendus compte que non, ça ne les arrange pas, et eux-mêmes, ils ont respecté vraiment les consignes et ils se sont conformés aux normes d'une revue normale. Et donc, après, petit à petit, s'il respecte ces éléments-là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai parlé de zone grise. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, il passe justement de revue prédatrice à une zone grise qui n'est pas, voilà, truc, et après, il passe normalement à une revue qui est normale. Voilà. Donc, comme aussi une revue qui est normale. Voilà. Après, s'ils veulent chercher l'argent, alors, ils publient normalement, mais après, ils veulent chercher l'argent et puis ils commencent à publier, par exemple, au hasard. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de faire la revue, enfin, de donner aux revues correctement, ils ne le font pas et puis ils commencent à publier, ils ne respectent plus en fait les lignes éditoriales. Donc, à la fin, justement, cette revue-là qui était correcte au début, on le remet au niveau des revues prédatrices. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Comme je l'ai dit, à part les revues à renommer vraiment bien déterminé, Nature Lancet, ainsi de suite. Voilà, les autres là, il faut toujours checker, il faut, voilà, pour s'assurer que ça va, voilà, et avant de publier. Voilà.
sais pas si j'ai pu répondre à toutes ces questions correctement. OK. Merci bien, Dr. Zouré. Merci bien, je suis satisfait. OK. Merci. Nous avons une question au niveau du chat box. Madame Oui, Djeneba OK. OK. demande, Je peux poser aussi. monsieur, OK, c'est Madame Samadou Rasmata. OK. Il y a un peu de bruit de fond à votre niveau. Vous pouvez résoudre ça avant de vous exprimer, madame? OK, Je en vous attendant. voilà, à la question qui est posée. Et voilà. OK. Si vous êtes prête, on vous donne la parole. Cas contraire, on va répondre à la question au niveau du chatbot de revue. Je suis prête. OK, Ouais, mais allez. un bruit de fond, on ne vous entend pas très bien. Ventilo. Ah, votre ventilo. Madame la modératrice, il y a une question dans le chat. Oui, Oui, c'est quelle d'accord. question dans le chat? Voilà, dans le chat box, Madame Djeneba demandait si après avoir su qu'on a été victime d'arnaque, est-ce que le même article est encore publiable dans un vrai journal? Ça, c'est une question très fondamentale. Ça dépendra. C'est une question très fondamentale parce que quand vous publiez justement dans une revue prédatrice, la première des choses, quand vous vous rendez compte, est-ce qu'ils ont la possibilité de rétracter? Parce que le vrai problème, c'est ça. Comme on l'a dit dans la présentation, souvent, ils n'ont pas une politique de rétractation des, des articles publiés. Donc, vous allez demander qu'ils vous enlèvent ou qu'ils rétractent votre article, mais ils vous diront que vous avez soumis, vous avez lu tout ce qu'il faut et et qu'ils ont publié. Donc, ce n'est pas évident qu'ils puissent rétracter. Donc, c'est ça le vrai problème. Et vous vous trouvez maintenant, vous ne savez pas quoi faire. Donc, s'ils ne rétractent pas, c'est compliqué que vous puissiez encore publier ça quelque part. Voilà. Maintenant, s'il rétracte, imaginons qu'il rétracte maintenant, voilà, imaginons qu'il rétracte maintenant. Donc, c'est à vous maintenant, quand vous allez soumettre à d'autres revues, il faut que vous expliquiez à ces revues-là vraiment comment est-ce que c'est arrivé. Maintenant, si c'est arrivé d'une manière vraiment que vraiment, c'est pas vous la faute, la revue maintenant qui a reçu votre article peut juger justement de cette possibilité-là de publier ou pas. Mais j'avoue que c'est pas en ce moment vraiment, vous trouvez dans une situation d'inconfort où vraiment les revues peuvent vraiment refuser votre. C'est pour ça qu'on dit vraiment faites attention pour que ça n'arrive pas. Parce que quand ça arrive, vraiment on se retrouve dans une situation très, très, très embarrassante. Voilà. OK. Merci bien, docteur Zouré. La prochaine question, je ne vois pas le nom du participant, mais il demande, je sollicite à l'exposant de nous parler de la notion de base d'indexation. OK. Parler des bases d'indexation, ça va être peut-être une autre présentation, mais comme je l'ai dit, vous avez les bases d'indexation, c'est quoi? Alors, donc, comme on a dit, l'impact factor, c'est quoi? C'est juste, en fait, enfin, on va dire la citation, comment on appelle ça, de votre article sur les citations de la revue, n'est-ce pas? Comment est-ce que, enfin, la revue, enfin, ou de façon générale, si on veut prendre la revue en tant que telle, son impact factor. Alors, donc, son impact factor, il publie des articles, et comment est-ce que ces articles-là sont cités? Voilà, donc c'est à partir de cela qu'on va donner l'impact factor de l'article. Et en fonction de cela, il peut y avoir justement des éléments enfin, comment je vais dire ça, pour qu'il y ait cet impact factor, il va falloir qu'il soit indexé justement à des bases de données correctes qui calculent justement cet impact factor-là. Donc, les bases d'indexation, comme on l'a dit, ils sont bien connus. Les plus connus. Donc, on a la base d'indexation de Web of Science, n'est-ce pas?
et la base d'indexation de Elsevier, n'est-ce pas? Voilà, de Scopus. Voilà. Et donc, à partir de cela, on a d'autres bases d'indexation, comme par exemple Medline, comme autres. Voilà. Il suffit seulement qu'ils soient reconnus comme des bases d'indexation correctes. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une confusion totale souvent à ce niveau. Vous allez voir une revue qui met qu'il est indexé à ça, il est indexé à ça, il est indexé à ça. Il faut faire la différence entre une base d'indexation qui est reconnue comme telle et une base comment on dit ça, une base d'articles. C'est différent. Je vais prendre un exemple. Alors, vous allez voir quelqu'un, il dit que non, que mon article, il est dans PubMed, donc il est, je ne sais pas si la personne qui a posé la question connaît PubMed, mais justement, il y a bien, je me dis qu'il connaît ça. Et donc, il dit que non, son article se trouve dans PubMed, donc ça veut dire qu'il est indexé à PubMed. Non, PubMed n'est pas une base d'indexation, par exemple. Ou bien Google Scholar n'est pas une base d'indexation, par exemple. Ou bien Angel n'est pas une base d'indexation. Ce sont des bases qui récupèrent, ce sont des bases d'archivage, voilà, si on veut le dire ainsi. Voilà, c'est des bases d'archivage d'articles. Mais ils ne sont pas là pour avoir l'indexation d'une revue bien donnée. Voilà. Donc, il faut faire très attention justement à ce niveau pour ne pas se retrouver dans une situation où on ne connaît pas la base d'indexation. Voilà. Donc, sauf que, comme j'ai dit, il y a des bases d'indexation qui sont reconnues comme telles de façon internationale sans problème. Maintenant, il y a d'autres bases d'indexation que les pays aussi souvent ont développées, mais qui ne sont pas aussi bien connues que ça. Mais fiez-vous toujours à vraiment, comme je l'ai dit, que ce soit les bases d'indexation de Elsevier, de Web of Science, de Medline, et ainsi de suite, vraiment des choses qui sont reconnues comme ça. Omekasi, voilà, par exemple, dans le cas du CAMES, voilà, par exemple, on considère que Cassis aussi, voilà, et tout ça, voilà. Donc, c'est des bases d'indexation, par exemple, cela. Mais ne confondez pas base d'indexation et puis base d'archivage. C'est ce que je peux dire pour ne pas être vraiment très long. Ok, merci beaucoup, Dr. Zouré. J'ai demandé à Asta 10 minutes de plus. Nous avons déjà consommé 5 minutes. Oui. Donc, nous allons juste prendre... Ah, bon, elle m'écrit qu'il faut qu'on arrête. Ok. Donc, ce que je vais proposer, c'est que la discussion continue au niveau du groupe Telegram. Pour ceux qui ne sont pas membres du groupe, j'ai posté le lien au niveau du chat box. Ils peuvent bien reprendre leurs questions au niveau du groupe et Dr. Zouré va répondre à toutes les questions avec beaucoup plus de précision. Donc, sur ce, elle me signale qu'on va devoir arrêter l'heure du thé. Je vais dire merci, un grand merci à Dr. Zouré pour cette belle présentation, cette belle formation, je dirais. Et je suis sûre que vous serez contacté par beaucoup de participants pour avoir plus d'informations sur la publication de leurs manuscrits. Je dis aussi merci à tous les participants. Merci d'être là, d'avoir fait confiance à AuthorAid. Et n'hésitez pas du tout à nous suggérer des thèmes aussi d'heures de thé et aussi à nous proposer des personnes ressources pour animer ces heures de thé-là. Donc, sur ce, encore merci et bon après-midi à tous. Merci. Bon après-midi à vous aussi. N'oubliez pas de nous partager la vidéo. Hi, can we Merci take beaucoup. for Bon everyone après-midi. What? Hi, can we Alice? take picture? Ah, okay. Teacher. Okay. No Yeah. problem, Asta. Let me know if it is possible for you to turn on the video. Sorry that I don't know any French. Okay. I think I need to learn. D'accord. But Elle then demande à a ce few- que chacun active sa vidéo pour qu'elle prenne une photo avant de fermer la session. I also have a little bit of information for you all. That is, I have just now sent a few links to our social medias and to our website, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. In the chat box, you can find it there, and you can subscribe if you have not already, because we post all the information there.
Another is you can contribute the resources that you have found useful in the bygone days and that you are referring to these days too, and contribute those to the authored by you or like non-authored by you. It does not matter, but you can contribute in the resource section of the website. Similarly, you can contribute the blogs and articles also based on your experiences, your opinions, and your research work. So please feel free to do that. The links are there. Save this link for later, please. And also, you can join us for the upcoming webinar, which is on open peer review on the 17th May. The link is there. You can fill up the link, okay? I'll take a video. I'll take a picture now. Elias, do you think it is important to translate for them? Then I'll take a picture. Yeah. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Can you smile? Okay. Anything else? Thank you. Okay. Thank you so much, everyone, for joining. See you. See you, Asta. Merci beaucoup à tous. Et bon après-midi. Hello. Au revoir. Alice, bonjour. Bonjour, chef. Comment tu vas? Ça va bien, Félicitations. merci. Merci beaucoup, chef. Merci. À bientôt. À bientôt.